Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 29. Dopamine, sommes-nous tous accros ? Depuis quelque temps, un mot semble être sur toutes les lèvres, la dopamine. Vous avez peut-être vu des youtubeurs parler de mauvaise dopamine, de détox de dopamine ou encore de reset de dopamine. Si on prend les choses sous l'angle des neurosciences, ça ne veut pas dire grand-chose de faire une détox de dopamine, parce que la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui n'est ni bon ni mauvais en soi. Mais cette obsession pour la dopamine révèle, à mon sens, quelque chose de plus profond, une prise de conscience. Celle d'une génération qui réalise qu'elle consomme parfois trop et que ce plaisir instantané laisse souvent un goût amer. En vérité, on ne lutte pas contre la dopamine. En revanche, ce que traduit ce souci de nos jeunes youtubeurs, c'est qu'ils constatent tous les jours, comme vous et moi, qu'il n'y a jamais eu autant de propositions, qu'il n'a jamais été aussi simple d'obtenir ce que l'on voulait, car nous vivons à une époque où tout est à portée de main. Un clic, une notification, une commande et hop, on a tout. Vraiment tout ? Alors pourquoi autant d'entre nous se sentent-ils fatigués, nerveux, parfois même vides ? Comment expliquer cette contradiction ? Il me semble que cette réflexion dépasse largement la seule question de la dopamine. Alors attention, je fais tout de suite un disclaimer, le plaisir immédiat tout comme la dopamine n'est pas non plus bon ou mauvais en soi, C'est comme toujours, c'est ce qu'on en fait qui est important. Dans cet épisode, je vais vous faire part de quelques réflexions que j'ai eues après la lecture du livre d'Anna Lembke, Un monde sous dopamine. Je vous propose justement d'explorer cette contradiction. Pourquoi cette société de l'abondance et de l'instantanéité nous laisse-t-elle parfois sur le carreau ? Et surtout, comment reprendre le contrôle, le pouvoir, pour ne plus être esclave de nos plaisirs impulsifs ? On verra dans la deuxième partie de cet épisode quelques pistes concrètes à appliquer dès aujourd'hui. Le capitalisme limbique, quand tout est susceptible de devenir une drogue. Comme je le disais, il y a aujourd'hui une prise de conscience collective que cette société qui fait de l'accès illimité au plaisir une norme et qui nous pousse à en redemander encore et encore, n'est peut-être pas la voie royale pour atteindre une forme de bonheur, si je le dis ainsi, même si le bonheur en soi, c'est une large question. Le fait d'évoluer dans ces sociétés nous soumet-il à une sorte de fatalité ? En d'autres termes, sommes-nous condamnés à céder à ces tentations, ou existe-t-il encore un moyen de retrouver un équilibre et de se déprendre de ces tentations ? Cet engouement pour la dopamine traduit justement cette réflexion. Nous vivons dans un monde où tout est susceptible de devenir une addiction. Pas besoin de cocaïne, de cannabis, non. Aujourd'hui, il suffit d'un téléphone, d'une carte bancaire ou d'un profil sur les réseaux sociaux. Derrière cette explosion de comportements compulsifs, il y a ce que l'historien David Courtwright appelle le capitalisme limbique, c'est-à-dire un système qui exploite nos instincts les plus primitifs, cette soif de plaisir immédiat, pour en faire un business model. Bien sûr, le développement de nouvelles technologies a favorisé cette transformation sociétale en augmentant non seulement l'accès aux drogues, mais aussi leur nombre, leur variété et leur puissance. L'évolution des drogues, toujours plus puissante, toujours plus addictive. Depuis des siècles, chaque avancée technologique a permis de rendre des substances addictives plus accessibles et plus puissantes. Un exemple frappant, c'est la machine à rouler les cigarettes. Inventée dans les années 1880, elle a fait exploser la production de cigarettes. Là où l'on fabriquait 4 cigarettes par minute, on en produisait désormais 20 000. Vous vous rendez compte ?
Mais cette révolution industrielle a également marqué le début d'une ère de consommation massive. Et le cas des opioïdes est encore plus révélateur. Si l'opium était déjà connu depuis l'Antiquité, son composant actif, la morphine, n'a été isolé qu'en 1804. L'arrivée de la seringue hypodermique, en 1853, a ensuite transformé cette découverte en une arme à double tranchant. Résultat, à la fin du 19e siècle, des centaines de cas d'addiction iatrogène, c'est-à-dire causés par des traitements médicaux, apparaissent, comme en témoignent les revues médicales de l'époque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On a continué à chercher des substances encore plus puissantes, l'héroïne, et puis plus récemment le fentanyl. Ce dernier, tristement célèbre, a engendré une crise mondiale. Vous avez peut-être d'ailleurs vu ces images de toxicomanes pliés en deux, immobiles comme arrêtés dans le temps, un effet qui a valu au fentanyl le surnom de « drogue du zombie ». Aujourd'hui, ces substances addictives sont disponibles sous toutes les formes imaginables, cachets, injections, sprays nasaux et bien d'autres. Une évolution qui témoigne de notre capacité à pousser toujours plus loin les limites de l'accessibilité et de la puissance de ces substances, souvent au détriment de la santé publique. Le piège du shopping compulsif. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous passez autant de temps sur les sites de shopping ? Ce n'est pas un hasard. Les géants du commerce en ligne, ou même vos boutiques de mode préférées, savent exactement comment captiver votre attention et vous donner envie d'acheter. Leur arme secrète ? Des petites incitations invisibles qui influencent nos choix sans même que nous nous en rendions compte. Grâce à des algorithmes sophistiqués, ils analysent vos habitudes de consommation pour prédire vos envies. Et là, sans que nous ne voyions la machinerie à l'œuvre, on peut se dire « C'est dingue, ils lisent dans mes pensées ». Et puis vient le bombardement. Promotion éclair, stock limité, compte à rebours, etc. Tout est conçu pour déclencher un achat impulsif. Et quand vous cliquez sur « Acheter », vous ressentez ce petit frisson, cette montée de plaisir instantanée. Mais une fois que le colis arrive chez vous, que le colis est déballé, que reste-t-il ? Parfois pas grand-chose, et parfois même du vide. Un vide qui nous pousse presque mécaniquement à recommencer encore et encore. Les réseaux sociaux, les rois de l'addiction. Mais le véritable champion de ce capitalisme limbique, c'est sans doute les réseaux sociaux. Scroller, liker, commenter, chaque interaction sur Instagram, TikTok ou Twitter est une promesse de reconnaissance sociale. Et pourtant, plus on s'y plonge, moins on est satisfait. Pourquoi ? Parce que ces plateformes reposent sur un modèle conçu pour générer de la frustration. Elles vous donnent juste assez pour vous garder accroché, mais jamais assez pour vous combler. Un like ici, une notification là, et voilà, vous êtes déjà en quête d'une nouvelle récompense. Vous pensez que vous utilisez les réseaux sociaux pour vous divertir ? En réalité, ce sont peut-être eux qui vous utilisent. Et si vous créez du contenu, n'oubliez pas une chose essentielle. Vous travaillez gratuitement pour ces plateformes. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas créer de contenu, mais je dis qu'il faut être conscient du jeu à l'œuvre. Bien sûr que créer du contenu, si vous êtes infopreneur, c'est nécessaire et c'est le nerf de la guerre pour vous faire connaître et vous apporter des clients. Mais il est crucial de mesurer le temps passé sur ces réseaux, que ce soit en tant que créateur ou en tant que simple utilisateur. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'en retire réellement ? D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si de plus en plus de youtubeurs, de streamers prennent la parole pour dénoncer le burn-out qui est lié à cette course effrénée à la surenchère créative. Ce système, qui exige toujours plus de contenu pour rester pertinent, finit par éroder leur créativité. Et si eux qui vivent de ces plateformes en arrivent là, imaginez l'impact sur le reste d'entre nous. Le coût invisible d'une société dopaminée. Tout ce système a un coût bien plus élevé qu'il n'y paraît. Dans son livre Un monde sous dopamine, l'auteur avance cette hypothèse. En nous bombardant constamment de stimuli, notre monde moderne épuiserait nos circuits de la récompense. Résultat ?
Les plaisirs simples de la vie quotidienne deviennent fades. On ne les savoure plus. Ils disparaissent. Ils s'effacent, car il nous faut toujours quelque chose de plus intense pour ressentir le même niveau de satisfaction. C'est un peu comme si notre seuil de reconnaissance du plaisir se déplaçait au fil de nos consommations, nous anesthésiant peu à peu. Ce phénomène, connu sous le nom de l'accoutumance, n'est pas seulement un problème individuel. Il s'agit d'une véritable problématique sociale avec des conséquences inquiétantes sur la santé publique, anxiété, dépression, perte de sens. C'est pour ça que je vois dans cet engouement récent sur la dopamine une lueur d'espoir. Même si, je le redis, d'un point de vue neuroscientifique, les discours autour de la détox et du reset sont vraiment inexacts. Mais ils traduisent bien une prise de conscience collective, une prise de recul sur nos comportements et sur les mécanismes qui les dirigent. Alors sommes-nous devenus des automates programmés pour consommer, scroller, acheter sans jamais réfléchir au pouvoir de nos actions ? Ou avons-nous encore la capacité et la volonté de résister à ce système ? Vers une résistance consciente. Dans une société qui a fait de la dopamine une économie, résister relève presque de l'acte subversif. Comment lutter contre un système où tout, des notifications sur notre téléphone au rayon des supermarchés, est minutieusement conçu pour maximiser notre consommation ? Alors la clé n'est pas magique, vous imaginez bien. Reprendre le contrôle de nos comportements et de notre temps, c'est tout un processus, un cheminement. Mais par où commencer, me direz-vous ? C'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pourtant, ce n'est pas impossible. Tout commence par une démarche volontaire. Réduire la stimulation constante qui nous entoure. Apprendre à identifier nos limites et reconnaître ce qui nous convient. Prendre conscience de nos besoins. Cela implique d'ériger des barrières conscientes pour freiner nos compulsions et retrouver une forme d'équilibre. Voici quelques pistes pratiques pour amorcer ce changement. Réduire la stimulation constante, réapprendre à s'ennuyer et à ne pas être productif. La première étape pour résister, c'est donc de ralentir. Cela peut sembler simple, presque anodin. Désactiver les notifications de son téléphone, réduire son temps devant les écrans, ou instaurer des moments de silence dans sa journée. Mais ces petites actions peuvent avoir un impact immense. Pourquoi ? Parce qu'elles recréent des espaces de calme, où l'esprit peut vagabonder librement, où l'on peut se reconnecter à soi-même et retrouver sa capacité de rêverie. Au début, cette solitude va peut-être vous effrayer. Peut-être que vous la percevrez comme un vide, et cela pourrait vous sembler angoissant. Mais apprivoiser ce face-à-face avec soi-même est un processus qui se construit petit à petit. Si vous arrivez à faire entrer dans vos habitudes ces petits moments de solitude, ces déconnexions programmées, alors progressivement, vous verrez qu'un autre rapport au monde, à vous-même et aux autres va s'installer. Vous aurez envie d'être nourri psychiquement différemment. Vous redécouvrirez vos besoins fondamentaux et les envies qui vous animent réellement, celles qui viennent de vous, et non celles que les algorithmes tentent de vous prêter. En un mot, vous retrouverez de l'authenticité. Les barrières physiques, éloignez la tentation. Pour gérer nos petits plaisirs compulsifs quotidiens, nous pouvons aussi nous inspirer des stratégies utilisées pour traiter les addictions. L'une des premières consiste à introduire des barrières physiques entre nous et nos déclencheurs. Ça peut sembler simple, mais les effets sont bien réels. Un exemple de barrière physique pour quelqu'un qui est tout le temps sur son téléphone, c'est de le ranger intentionnellement dans une autre pièce pendant qu'il travaille. Vous pouvez même aller plus loin et placer le téléphone dans un tiroir fermé à clé. De même, les applications qui bloquent ou ralentissent l'accès à certains sites peuvent grandement limiter les distractions numériques. Ces barrières, vous comprenez bien qu'elles ne sont pas là pour punir, mais pour créer un espace entre le désir impulsif qui surgit et l'action. Et cet espace, aussi petit soit-il, fait toute la différence. L'objectif est clair ici, rendre l'accès à la récompense suffisamment difficile pour casser le réflexe automatique de consommation et ainsi retrouver le contrôle.
Les barrières temporelles, apprivoiser l'attente. Le capitalisme limbique, vous l'aurez compris, repose sur l'immédiateté. Tout est conçu pour que nous n'ayons plus à attendre. Tout doit être instantané, disponible sur le champ. L'exemple parfait, les livraisons ultra rapides sur les plateformes comme Amazon qui transforment l'achat en un réflexe plutôt qu'en une décision réfléchie. Et pourtant, apprendre à différer, apprendre à attendre, c'est l'une des stratégies les plus puissantes pour reprendre le contrôle, pour reprendre du pouvoir. Cette méthode consiste à instaurer volontairement un délai avant de céder à une impulsion. Par exemple, si vous êtes accro au shopping, si vous avez l'habitude de craquer pour des achats compulsifs, eh bien, imposez-vous cette règle simple. Attendre 24 heures avant d'acheter quelque chose que vous avez préalablement repéré. Souvent, ce laps de temps suffit à réaliser que l'objet de notre désir n'était pas finalement si essentiel. On peut aussi appliquer cette règle aux réseaux sociaux, en planifiant des moments précis dans la journée pour les consulter, plutôt que de céder au réflexe d'ouvrir l'appli à chaque fois qu'il y a une notification qui s'affiche sur le téléphone. Une astuce simple mais efficace pour y parvenir, c'est de désactiver les notifications. Parce que si vous arrivez à ne consulter les réseaux que sur vos plages dédiées, c'est déjà super, mais si vous avez toutes les 2 minutes les yeux qui continuent à se river sur votre téléphone dès qu'une notification arrive, vous voyez bien que le chemin n'a été fait qu'à moitié. Les effets de ces petites règles sont profonds. D'abord, vous allez regagner le contrôle de votre temps et pouvoir en disposer comme bon vous semble. Ensuite, vous verrez que le fait de devenir conscient que votre temps est précieux fera que vous envisagerez la vie et vos priorités différemment. Peut-être même que ce qui vous paraît important aujourd'hui, tout de suite, ne le sera plus demain car vos objectifs ne seront plus les mêmes. Enfin, à long terme, vous développerez une meilleure tolérance à la frustration et une gestion plus sereine de vos impulsions. Conséquence, vous ouvrirez la porte à plus de réflexion, à plus de planification, des compétences clés pour construire une vie plus équilibrée et plus alignée avec vos véritables aspirations. Les barrières symboliques, redéfinir nos relations au plaisir. Enfin, on peut mettre en place des barrières symboliques, c'est-à-dire des changements dans la signification que nous attribuons à nos plaisirs. L'idée n'est pas de diaboliser les comportements addictifs ou de se juger sévèrement, mais plutôt de transformer notre rapport à ces comportements. Par exemple, si je reprends l'exemple des réseaux sociaux, plutôt que de les voir comme une source d'approbation ou de validation, on peut choisir de les percevoir comme un simple outil de communication. De même, au lieu de percevoir l'alimentation comme une échappatoire au stress, on peut la redéfinir comme un moment d'attention porté à son propre corps, une reconnexion à ses sensations. Cette recontextualisation a pour objectif de réduire la charge émotionnelle que nous plaçons sur nos récompenses et ainsi de diminuer leur emprise sur nous. En un mot, de limiter leur pouvoir addictif. Alors, ça peut peut-être vous paraître un peu farfelu ou abstrait dit comme ça, mais les histoires que nous nous racontons sont très importantes. Et si elles n'ont pas le pouvoir de créer notre réalité au sens strict, c'est-à-dire que si je pense tout de suite que je veux gagner au loto là maintenant, eh bien non, ça ne va pas créer le fait que je vais gagner au loto dans la réalité. En revanche, cela peut m'amener à aller jouer une grille de loto, et donc m'ouvrir la possibilité, très infime tout de même, que je gagne. Vous voyez la nuance ? Les récits que nous élaborons autour de nos comportements ont ce pouvoir, celui de moduler notre perception de la réalité, de nuancer la réalité, d'enrichir nos points de vue, ou de nous faire changer d'angle sur une situation, et surtout, de nous mettre en action. Si je prends un exemple de barrière symbolique tiré du livre Un monde sous dopamine, eh bien l'auteur explique que l'une de ses patientes, dépendante à l'alcool et à la bière en particulier, après avoir vidé son logement de toutes les sources de tentation, a choisi d'en conserver une et une seule dans son réfrigérateur. Cette bière à laquelle elle s'était solennellement promis de ne jamais toucher est devenue son totem, un symbole tangible de sa capacité à résister. Tant qu'elle restait intacte, cette bière totem renforçait son sentiment de contrôle et sa détermination. Tous ces petits gestes symboliques ancrent l'idée que nous avons le pouvoir de redéfinir nos comportements. Ils ne changent pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous croyons être capables de faire.
Et ce simple changement de perspective peut faire toute la différence. Conclusion. Je trouve qu'avec les réseaux sociaux et le développement de technologies comme l'intelligence artificielle, notre monde s'est énormément complexifié. Et j'avoue que je n'envie pas les adolescents qui grandissent dans cette cacophonie de stimulation constante. Car ils ont affaire beaucoup plus tôt et de manière plus intense à des problématiques qui, avant l'arrivée d'Internet, se réglaient dans le monde réel sans la caisse de résonance souvent déformante que les réseaux sociaux peuvent produire. Le fait qu'il y ait une prise de conscience collective du jeu auquel essayent de nous faire jouer les multinationales en usant de notre attention comme d'une monnaie d'échange est une bonne chose. Mais serons-nous assez forts pour résister à toutes les facilités que nous permettent ces nouvelles technologies ? Ou sommes-nous condamnés à un scénario digne de Ravage de Barjavel, où les machines finiront par prendre le dessus sur notre humanité et la détruire ? Comme toujours, je pense que laisser la place à une pensée nuancée peut nous permettre de construire une voie médiane. Et tout commence par une prise de conscience individuelle. Réduire les stimulations, poser des limites. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais ce sont des premiers pas essentiels. Ce processus demande du temps, de la patience, de la ténacité et surtout une conscientisation, une intention claire. Chaque petit geste compte. Ignorer une notification, différer un achat impulsif, retrouver un moment de calme. Ce sont des petites victoires, mais elles marquent le début d'un vrai changement. À chaque petit pas, on reprend un peu plus de pouvoir sur nos vies. Parce qu'au fond, la liberté, la vraie liberté, ce n'est pas d'avoir accès à tout le temps. C'est de pouvoir choisir. Mais de pouvoir choisir ce que l'on veut vraiment. Et pour choisir ce que l'on veut vraiment, il faut avoir pris le temps d'y penser. Il faut avoir pris le temps d'avoir été avec soi-même et d'élaborer une réflexion complexe. Et vous, savez-vous ce que vous feriez de tout ce temps que vous pourriez récupérer ? Si cet épisode vous a fait réfléchir et vous a plu, je vous invite à me soutenir en laissant un pouce, des étoiles ou un commentaire sur vos plateformes préférées. Ça m'aide énormément et ça me permet de continuer à partager toutes ces réflexions avec vous. Prenez soin de vous et de votre attention. Je vous dis à très bientôt.